Bonjour à tous. Alors maintenant qu'on a tous délicieusement déjeuné à l'ESAT, qu'on s'est régalé des pâtisseries de la protection des jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse et du café, et qu'on a mangé quand même suffisamment léger pour pas avoir envie de faire la sieste, j'ai le plaisir d'introduire cette table ronde qui s'intitule « Travailler autrement avec les familles, se donner les moyens de restaurer leurs capacités dans un délai raisonnable, de nouveaux outils pour l'accompagnement permettant de distinguer l'incompétence de l'incapacité et travailler le retour ou le projet de vie alternatif durable ». Alors c'est un long titre, mais on a vraiment voulu annoncer la couleur dès le départ. Et j'ai le plaisir de vous présenter, alors à côté de moi, Caroline Dubreil, qui est chef de projet Besoins fondamentaux de l'enfant à la direction Enfance, Famille, Jeunesse du département du Nord, et qui va nous présenter l'expérimentation du projet pour l'enfant du département du Nord. Et à côté d'elle, une autre Caroline Siffrin-Blanc, qui est universitaire et qui a réalisé, supervisé pour le compte de l'ONPE une étude comparée France-Québec qui s'intitule « Quelle protection pour les enfants pour le placement longue durée ?» Et elle va nous présenter donc son étude comparée. Alors, pourquoi cette table ronde? Et puis, pourquoi travailler autrement avec les familles? En fait, je me rends compte qu'après la présentation de Paul Nixon de ce matin, ça n'est plus la peine de poser la question puisqu'on a tous compris. Mais je voulais juste vous parler du point de vue du juge des enfants dans son cabinet. Ce qui nous est apparu important, c'était aussi d'essayer de surmonter et d'aller contre ce sentiment d'impuissance qu'on peut tous ressentir au quotidien dans l'exercice de nos fonctions. Parce que quand on rencontre les familles et qu'on regarde un petit peu leur parcours, on se rend compte aussi que la prévention est absente, que la protection administrative est insuffisamment travaillée, que l'évaluation des informations préoccupantes est souvent ressentie comme très jugeante et punitive par les familles, qu'au moment de l'audience, en tout cas à Bobigny, pour ce qui me concerne, si on veut prononcer une mesure judiciaire d'investigation éducative, il faut attendre 9 mois. Si on veut prononcer une mesure d'AEMO, il faut attendre 2 ans, que les placements ne sont pas toujours suivis de références éducatives par l'aide sociale à l'enfance, que les droits de visite médiatisés qu'on ordonne ne sont pas toujours exécutés, qu'on a des demandes de suspension de droits et des demandes de délégation d'autorité parentale, enfin d'autorisation de signature multiples, au point que certains d'entre nous ne prennent plus le temps d'audiencer ensuite une fois qu'ils ont rendu ces décisions, et qu'on a un sentiment général d'insatisfaction et de manque de confiance dans ce que peuvent faire nos interlocuteurs, nos partenaires de l'aide sociale à l'enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse. Et quand on les rencontre, on se rend compte que ce sentiment de défiance, de manque de confiance est réciproque. Si on renvoie les justiciables à demander de l'aide aux services sociaux, on a le sentiment d'abandonner les enfants et les familles, et ça n'est pas normal. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'ailleurs, en abordant les choses autrement, on obtient de meilleurs résultats? Alors, Paul Nixon nous l'a montré ce matin, mais Caroline Siffrin-Blanc va nous le montrer aussi cet après-midi en nous présentant la recherche qui a été menée sous l'égide de l'Observatoire national de la protection de l'enfance sur le destin des enfants confiés en France et au Québec. Ceci pour montrer tout l'intérêt de penser les choses autrement. Et ensuite, la question se pose aussi de savoir comment faire, alors que notre système juridique est quand même très éloigné de celui du Québec, comme nous le montrera Caroline Siffrin-Blanc, et que tout n'est pas comparable. Quelle piste pour travailler autrement? Et c'est là que Caroline Dubreil va entrer en scène pour nous expliquer son expérience menée dans le département du Nord. Donc je vais tout de suite céder la parole à Caroline Siffrin-Blanc. Merci beaucoup. Alors merci, un grand merci à l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille et à sa présidente Alice Grunenwald de m'avoir invitée aujourd'hui devant vous pour vous présenter cette recherche. C'est une chance que de pouvoir avoir droit finalement à une exposition des résultats d'une recherche. Donc cette recherche, elle a été menée par une équipe, donc ça c'est important aussi de le signaler. Je n'ai pas été toute seule dans ce travail. On a été une équipe en France, une équipe au Québec, mais aujourd'hui c'est moi qui vous la présente. Alors la thématique de la recherche, c'est tout simplement se poser la question de quelle protection pour les enfants en placement longue durée, approche comparée France-Québec. Alors on est sur une recherche, c'est extrêmement important pour moi de poser les bases quand même, ne serait-ce qu'un tout petit peu méthodologique, pour vous dire que cette recherche est une recherche qui est exploratoire. Quand on dit qu'elle est exploratoire, c'est qu'elle repose
pas sur du quantitatif, sur un nombre de dossiers qui reste quand même assez limité et qui m'amène à vous dire qu'il faut absolument prendre beaucoup de pincettes dans les chiffres que je vais vous amener. On n'est pas sur des éléments statistiques représentatifs d'une population, aussi bien en France qu'au Québec. Si vous allez voir apparaître dans le PowerPoint des pourcentages, c'est simplement pour faciliter la comparaison des résultats entre les dossiers étudiés, entre les dossiers en France et les dossiers au Québec, et certainement pas pour faire du quantitatif, vraiment pas. Donc l'objectif de cette recherche, c'était d'étudier donc, des situations avec un critère, celui du placement long. Alors au Québec, c'est facile, ils ont la mesure de placement à majorité, alors qu'en France, la question du placement long, en réalité, c'est une addition de durée de placement. Et le critère qu'on s'est fixé, auto-fixé, c'est que les enfants aient été placés depuis plus de 10 ans, tout au long de leur parcours, et qu'ils n'aient pas été réunis dans leur famille à minima, un maximum 3 mois. À partir de là, on a étudié donc 50 situations en France, 30 au Québec, ce qui nous a permis tout de même d'avoir accès à beaucoup de matières juridiques, puisque sur 10 ans de placement, vous vous doutez qu'on peut avoir pas mal de décisions, donc ce qui m'a amené à étudier plus de 1000 décisions dans le système français et à peu près 500 au Québec. À partir de là, voilà, pour juste vous brosser rapidement le contexte de la recherche, on est effectivement parti d'un prisme identique, c'est-à-dire que nos deux systèmes de droit envisagent la protection de l'enfance avec un même critère qui est la notion d'intérêt de l'enfant. On a un fondement qui est identique, mais comment nos deux systèmes de droit se structurent pour répondre à ce principe-là, c'est-à-dire satisfaire l'intérêt supérieur de l'enfant. Au Québec, très clairement, il y a eu une évolution jurisprudentielle bien antérieure à la nôtre et puis ensuite législative, se fondant sur un principe simple, selon eux, qui est la continuité des soins, la stabilité des liens et la sécurité affective. Ils se sont donc centrés sur la permanence comme étant le fondement de leur législation, qui a eu, elle aussi, ne cesse que d'être, on va dire, réformée. Il n'y a pas que nous qui vivons des réformes de manière continue, mais ils ont comme objectif clair une logique, c'est assurer la permanence de l'enfant dans la continuité des soins. Ils ont aussi un point important, c'est qu'ils ont une loi qui parle à tout le monde. C'est-à-dire que ça va parler aussi bien du côté du magistrat que du côté de la protection de la jeunesse. Ils ont un fil conducteur unique, là où nous, on a 2 codes qui, quelque part, comme s'ils étaient scindés, et 2 logiques juridiques différentes, alors qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les codes, on devrait pouvoir les travailler ensemble. Mais ça montre déjà l'esprit au démarrage. La loi sur la protection de la jeunesse, je ne vais pas vous la détailler, mais il y a quand même quelques éléments extrêmement importants, vous la trouvez sur Internet, pour pouvoir relire ne serait-ce que les considérants de la loi et les premiers articles qui s'imposent à tous, en fait, à tous les acteurs. Parmi les premiers articles, on voit tout de suite que la question de la stabilité et de la sécurité affective, ce sont des éléments déterminants et majeurs pour assurer le sain développement de l'enfant. Et la question du temps aussi est essentielle au Québec, puisque l'enfant est en développement, la notion du temps est différente chez lui que chez l'adulte, et toute la loi va se structurer à travers ces 2 éléments, la recherche de stabilité et de temps, et évidemment derrière tout ça, c'est la notion des besoins fondamentaux de l'enfant. Alors en France, je dirais qu'on est à mi-chemin avec quand même pour l'instant, me semble-t-il, une idéologie du retour qui reste marquée dans nos législations, continuellement aussi un petit peu martelé quand même par la Cour européenne des droits de l'homme, même si on a une forme d'avancée avec une focale qui est en train de se déplacer depuis la loi de 2016, en mettant en exergue la nécessité de prendre en compte l'intérêt de l'enfant et à travers l'intérêt de l'enfant, ses besoins fondamentaux. Donc la notion de besoin fondamental est apparue dans la loi, elle est consacrée que dans le Code de l'action sociale et des familles, et on n'a pas, du côté du magistrat, la notion dans le Code civil. Donc rien que ça peut donner des lectures différentes sur la notion d'intérêt de l'enfant. Il y a l'intérêt de l'enfant dans le Code civil et puis les besoins fondamentaux du côté du CSF.
Cette démarche d'intégrer les besoins fondamentaux a fait évoluer nos textes avec la loi de 2016, la loi de 2022, pour venir imposer tout particulièrement, je le détaillerai plus tard, un cadre, on va dire, légal que je trouve très complexe, mais dont l'objectif est quand même d'aller chercher cette idée, à un moment donné, de stabilité, de réponse aux besoins fondamentaux, mais plutôt sur les épaules de l'aide sociale à l'enfance, plutôt que ça soit un objectif commun auprès aussi du magistrat. On y reviendra, mais à mon sens, le législateur reste marqué par cette idée du retour, puisqu'on a des placements qui peuvent se réitérer, et à chaque placement se repose la question de la nécessité de justifier le placement, parce que si on ne renouvelle pas, le principe c'est le retour. Alors je vois que ça n'a pas du tout, enfin ça fait des, excusez-moi, ça fait des brouillages je crois, mais c'est pas grave. Alors, comment se traduit du coup ces deux grandes idéologies, d'un côté la permanence, d'un côté quand même l'idée du retour de l'enfant? Eh bien au Québec, ils ont installé des durées maximales de placement. Alors, il y aurait Carmen avec moi, ma collègue Carmen Lavallée, elle en ferait sa critique. Il n'y a aucun système qui est parfait, il faut avoir aussi toute mesure et pas croire que tout est meilleur ailleurs et que chez nous tout est mauvais. Il n'en demeure pas moins qu'ils ont pris le parti de fixer des délais maximaux de placement, délais qui sont en rapport avec l'âge de l'enfant dans l'entrée en fait, de la prise en charge. Plus l'enfant est petit, plus le délai maximal de placement est aussi réduit. Donc, en gros, je vous ai mis, si l'enfant a moins de 2 ans, le délai maximal, c'est 12. Si l'enfant a entre 2 et 5 ans, on passe à 18 mois. Et s'il a plus de 6 ans, c'est 24 mois. Vous voyez que c'est quand même très court. Très court, et ça conditionne derrière tout l'accompagnement aux familles qu'il faut mettre dans un temps rapide, efficace. Pendant que coule ce délai, il faut immédiatement travailler le projet de vie de l'enfant. Les textes sont assez clairs là-dessus. Il faut à la fois se questionner sur le retour en famille. Ça reste un projet de vie et un projet de vie à prioriser. Attention, il rajoute toujours que le projet de vie priorisé en famille est conditionné à l'intérêt de l'enfant. Donc ce n'est pas une valeur absolue ce retour. Il doit être conditionné à l'intérêt de l'enfant. Et à défaut de pouvoir planifier un retour dans son milieu familial, vous voyez que le texte, article 4, 1.2, le directeur doit planifier, c'est une obligation, vous voyez les formules, c'est doit, un projet alternatif visant à assurer sans délai la continuité des soins, la stabilité des liens de cet enfant et de ses conditions de vie de façon permanente, c'est l'idée de la permanence qui est importante au Québec, dans l'éventualité où le retour en famille ne serait pas dans l'intérêt de l'enfant. Et donc, ils vont travailler projet de vie famille et en même temps projet de vie alternatif. Ils travaillent beaucoup la préévaluation dès le démarrage. C'est-à-dire que le besoin d'évaluer les situations avec les compétences et capacités parentales font partie, je dirais, essentiellement de leur travail, puisqu'ils vont même jusqu'à orienter très vite sur les petits-enfants, selon l'évaluation qu'ils mènent, les enfants en banque mixte. Qu'est-ce que c'est que les banques mixtes? C'est finalement des familles d'accueil qui ont un projet d'adoption et qui acceptent d'accueillir un enfant en ayant à la fois le projet de peut-être l'adopter, mais peut-être aussi de ne pas pouvoir l'adopter. Le Québec avait constaté qu'on faisait des césures finalement et des placements et déplacements quand on accueillait l'enfant dans une première cellule familiale d'accueil et que le projet d'adoption arrivait après et qu'il fallait à nouveau le redéplacer dans sa famille d'accueil adoptive. Et donc pour éviter que l'institution crée ces ruptures, ils ont créé ces cellules de banque mixte, ce qui impose au niveau du Québec une évaluation extrêmement précoce sur le risque quelque part de délaissement, si je vous le formule dans notre langage, et donc orienter ces petits-enfants dans ces familles banques mixtes. L'adoption est donc une vraie réflexion dès le début sur les tout petits, 0-2 ans, maxi 3 ans. Passé 3 ans, ce n'est pas quelque chose qu'ils travaillent comme projet de vie alternatif. On travaille sur un autre projet de vie permanent pour ces enfants-là, qui sera soit la tutelle, soit ce qu'ils appellent le placement à majorité. Et on y reviendra sur le placement à majorité puisque c'est l'objet de l'étude. En France, vous voyez bien et vous connaissez très bien le système, on n'est pas du tout sur un modèle avec des durées maximales de placement. Nos placements sont à durée déterminée, maximum 2 ans, et renouvelables, entre guillemets, à l'infini jusqu'à la majorité de l'enfant.
Ce renouvellement des placements nous amène finalement à prendre l'ensemble et l'entièreté des situations où l'enfant va être confié. Alors on a une possibilité de le confier en dehors de l'aide sociale à l'enfance et de l'institution, mais on l'a dit, je crois, ce matin, que majoritairement les enfants sont placés en institution, ce qui ramènera à ce que l'ASE soit décisionnaire du lieu de vie, ça c'est important, et qu'ensuite on doit mettre en place un projet de l'enfant, on y reviendra tout à l'heure, et toute plein d'obligations que je vais détailler dans la slide d'après amènent à ce que l'ASE veille. Le mot c'est veille, c'est pas doit, c'est veille à réfléchir à la stabilité du parcours, veille à faire évoluer les statuts. Alors, c'est pas très digeste, je suis pas très bonne en PowerPoint pour rendre tout ça très digeste, mais ce qui me semble pour moi en France important à mettre en avant, c'est qu'en réalité, on n'a pas véritablement encore franchi le seuil de l'évaluation très diversifiée des capacités parentales et des compétences parentales, que l'évaluation se fait de mieux en mieux pour identifier un danger, mais ensuite pour travailler véritablement les actions à mener et éventuellement les orientations en fonction d'une logique à long terme, enfin court, moyen et long terme, une logique de projet de vie de l'enfant. Je pense qu'on n'en est pas encore là. Ce qui nous amène à ce que le juge des enfants va travailler la durée de son placement avec des durées répétées lorsque le danger continue. L'idée de l'alinéa 4 de 375, qui est un article qui est ancien finalement, il a quasiment 20 ans, enfin il est de 2007, l'idée de pouvoir prononcer des placements au-delà de 2 ans, j'y reviendrai dans l'étude, il était pensé justement pour assurer à l'enfant la continuité des soins dans lesquels il se serait inscrit, mais c'est un article que je n'ai pas vu, en tout cas dans la recherche. Donc on est sur des placements à durée déterminée. Du côté de l'ASE, pour moi, on en a beaucoup parlé avec Philippe Fabry dans des échanges qu'on avait pu avoir dans d'autres contextes que celui-ci. En France, il n'y a pas véritablement de projet de vie qui est posé, ni par la loi, ni clairement à un moment donné. On pourrait dire qu'il est implicite. Ce projet de vie, il est implicite à travers l'élaboration d'un PPE. Il est implicite aussi à un moment donné parce que plusieurs textes nous demandent de travailler le parcours et les statuts, mais je dirais même qu'il est au-delà d'être implicite, il est caché. Parce que comme l'évolution des statuts, l'évolution finalement de la réflexion de la situation juridique de l'enfant se fait sans participation avec les parents, à moins qu'on travaille véritablement le PPE, eh bien, en fait, on va dessiner à un moment donné dans la trajectoire de vie de l'enfant une réflexion sur son évolution de son parcours de vie et son parcours juridique sans les parents, sans l'enfant et sans le nommer. On ne pose que rarement la question vraiment d'arrêter la question de se poser du retour. Est-ce que oui ou non, le retour n'est plus un objectif? On le nomme très peu ou implicitement. Et donc cette question-là, elle reste, c'est pour ça que je parle d'idéologie du retour, elle reste maintenue entre, un peu au-dessus des têtes de tout le monde, sans vraiment le nommer. J'ai pas assez le temps, mais la question de qu'est-ce qu'un parcours? On ne le définit pas dans la loi. Qu'est-ce qu'un statut? On ne le définit pas dans la loi. Quel est l'objectif de faire évoluer le statut? Pourquoi? On est content, on est juriste, on adore travailler sur le droit technique et faire évoluer les statuts des enfants. Mais dans quel objectif? Carmen, elle me disait, mais tu fais quoi avec tes statuts? C'est quoi ton objectif de faire changer tes statuts? Bon, et si on travaille avec la lecture des besoins fondamentaux et avec l'objectif de dire tout ça doit évoluer que et seulement que s'il y a un besoin pour l'enfant. Si on veut lui dessiner un parcours de vie à plus ou moins moyen et long terme. Projet de vie, ça ne s'arrête pas à 18 ans. La vie, aujourd'hui, c'est 80 ans en moyenne. Donc ça veut dire réfléchir sur du très long terme. Et tout ça, il faut le faire à chaque situation, à chaque enfant, et pas juste le statut pour le statut. Voilà, je me permets de glisser ce petit point-là. On a plein de textes qui nous fixent des délais sur l'ASE. Un coup, c'est 2 ans, un coup, c'est 1 an. On doit réévaluer en fonction de l'âge. C'est d'une complexité sans nom, voilà, très honnêtement, avec quand même des obligations qui s'imposent. Et on voit bien qu'on tend vers un modèle qui ressemblerait au Québec sans vraiment le nommer, sans le dire, et avec une idéologie qui reste. Dernière information avant de vous donner les résultats. Le Québec est très différent de la France parce que lui, quand il prononce un placement à majorité, il y a une véritable intrication entre la mesure même du placement et l'idée de permanence et de sécurité. Pourquoi? Parce qu'on ne prononce un placement à majorité qu'en désignant la famille d'accueil qui s'engage
à rester avec cet enfant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'échec, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de rupture, mais la décision prononce le placement en nommant la famille d'accueil. Donc c'est intriqué, hein. L'idée de permanence est intriquée avec le lieu de vie, et si le lieu de vie doit changer, le juge doit à nouveau être saisi. Autre élément fondamental, c'est pour ça que ce sera quand même difficile de comparer nos systèmes et on ne pourra pas révolutionner totalement le nôtre puisqu'on n'est pas sur le même modèle aujourd'hui, on ne peut pas faire un copier-coller aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à changer. Les lieux de vie, il n'y a pas beaucoup de lieux de vie en institution au Québec. Ils fonctionnent avec majoritairement des familles d'accueil professionnelles ou alors tout le gros travail d'aller chercher l'environnement de l'enfant, la famille juridique élargie, mais si ce n'est pas la famille juridique, ça va être des proches, ça va être une personne référente, et il y a un très gros travail d'aller rechercher ces personnes-là qui vont pouvoir être des caregivers de substitution stables pour permettre de sécuriser l'enfant. Et ces tiers-là peuvent être soit tiers significatifs, soit ils ont la possibilité d'accepter le statut de famille de proximité et ils vont donc être suivis avec, accompagnés, bénéficier finalement d'une rémunération, d'un soutien de l'institution s'ils le souhaitent. Donc vous voyez qu'ils sont quand même à 47% en accueil de familles régulières ou de proximité, 34% sur des tiers significatifs et simplement 18% dans des centres, ce qui n'a rien à voir avec nos taux à nous. Voilà. Dernier élément de différence, c'est que le juge au Québec a des pouvoirs élargis sur l'autorité parentale. Quand il est saisi d'un dossier, il va pouvoir ensuite travailler les questions de l'exercice de l'autorité parentale en allant retirer certains attributs, déléguer, voire déléguer directement à la famille d'accueil et qu'on ne se retrouve pas avec des jeux de strates pas possibles où la délégation va en fait à l'institution et non pas à la personne qui a en charge au quotidien l'enfant. La France, je crois que je n'ai pas besoin trop de vous expliquer. Vous connaissez le système, placement à durée déterminée, 2 ans, renouvelable. L'exception de l'exception, c'est le fameux alinéa 4, mais qui a effectivement une rédaction très stricte quand même dans la formule. Le lieu de vie, on a la possibilité d'aller chercher les proches, mais sur ça, on a un gros travail à faire. On a donc beaucoup de placements en institution et en plus, on arrive pour la première fois à avoir une inversion, c'est-à-dire qu'on a en majorité des placements en institution et plus simplement auprès des assistantes familiales. Sauf que quand on connaît un tout petit peu les notions de besoins fondamentaux, on sait que même si on a l'institution la plus bienveillante qui soit, sans turnover, eh bien, on n'aura pas ce fameux caregiver de sécurité et donc, quelque part, on ne satisfera pas pleinement aux besoins fondamentaux de l'enfant. Le JE n'a pas de pouvoir en matière d'exercice de l'autorité parentale, très exceptionnel. Vous l'avez déjà souligné, il y a en pratique un petit peu, on va dire, d'extrapolation du pouvoir du JE avec des formes de délégation, d'autorisation qui sont très générales, mais sa compétence, ce n'est pas l'exercice de l'autorité parentale, ce qui pose un problème de complexité, parce que si on veut faire évoluer les situations, eh bien c'est un autre juge qui doit être saisi. Quels sont les résultats ? Alors, les résultats, que vous dire ? Déjà, l'observation, c'est qu'en France, le fait d'avoir des répétitions de placement amène à ce que l'enfant, en moyenne, dans les parcours qu'on a pu observer, voit le juge 12 fois. Bon. Même si vous êtes les plus bienveillants, les plus rassurants, tout ce que vous voulez, ça reste que l'enfant va aller 12 fois au tribunal. Dans un contexte qui, de toute évidence, lui fera quand même, à un moment donné, un sentiment d'insécurité. Enfin, c'est pas anodin d'aller dans des grands éléments comme ça. Parfois, il faut organiser les sorties pour pas qu'il y ait des rencontres, passer par la porte de sortie. Enfin, bon. La majorité des décisions sont des durées assez courtes. C'est-à-dire que de toutes les décisions qu'on a pu étudier sur les durées de placement, on est à 71% sur des durées de 1 an ou moins. Et on bascule à des durées un peu plus longues quand l'enfant, entre guillemets, n'en peut plus et qu'il est adolescent et que, ça y est, on sait qu'il n'y aura pas de retour. Et donc, on considère qu'on peut passer à 2 ans. La question de l'alinéa 4, moi, je l'ai vu dans 3 décisions, ce qui est rien du tout. C'est un outil qui, a priori, n'est pas exploité pour plein de raisons pratiques. Entendable, mais qui est dommageable, je pense. Et quand il a été utilisé, ça a été soit parce que l'enfant avait 15 ans et demi et qu'on allait aller à 18, soit une fois, il avait 10 ans, mais le juge d'après qui a récupéré le dossier a enlevé la mesure de placement long, préférant renouveler et vérifier la situation.
A priori, on n'est pas capable d'assurer une assez bonne stabilité du lieu de vie de l'enfant. Je mets des a priori, je mets des guillemets, je mets toutes les mesures que... On est sur de la recherche exploratoire, hein, donc je fais très attention. Mais sur l'échantillon qu'on avait, je n'avais que 8% de mes enfants qui avaient réussi à rester dans le même lieu de vie pendant toute la durée de leur placement. Là où au Québec, on était à 23 quand on prend le tout début du placement, mais on passait à 57% pour le placement à majorité. C'est à la fois positif, mais c'est à la fois critique. Ça veut dire que même avec un placement à majorité, il y a des changements de lieu de vie et une possible instabilité, mais un peu moins forte que chez nous. Si on prend l'extrême, c'est-à-dire combien d'enfants avaient eu au moins 3 lieux de vie distincts dans leur parcours. Moi, j'avais 50% de ma population qui avait connu 3 lieux de vie et plus. Il y en avait qui avaient été jusqu'à 10 ou 8 ou 10, je ne sais plus. Et alors qu'au Québec, on est à simplement 17% des situations. Et alors, dès qu'on est en placement à majorité, ça n'existe pas, ça. Avoir plus de 3 lieux de vie, ça n'existe pas. Paradoxalement, on ne s'y attendait pas du tout sur la question du retour. Est-ce que le retour est envisagé alors qu'on a un placement long ? Eh bien oui. Oui, et figurez-vous qu'ils avaient eu plus de retours que nous. Figurez-vous qu'à la lecture des mots-clés, hein, on n'était que sur les mots, je ne dis pas qu'après en pratique la question du retour n'avait pas été évoquée, mais moi j'avais que les dossiers. Eh bien figurez-vous qu'on l'envisageait moins que nous. Ils l'envisageaient plus, la question du retour sur un placement à majorité. C'est assez paradoxal. La question du PPE, notre outil, un outil de 2007 qui a été réécrit, remodulé, retravaillé. 20 fois la législation 2016 dit l'outil du PPE, c'est un outil collaboratif où on doit travailler tout de suite, réévaluer, fixer des objectifs, s'assurer de plein de choses. Le PPE, c'est le lien avec toutes les autres, finalement, le rapport, les CSEC, enfin... Combien d'enfants avaient des PPE ? Alors, il faut être objectif aussi. On est sur des enfants où la loi n'avait... elle existait, 2007 existait, mais on était à cheval entre 2007 et 2016. Donc, j'avais à peine 26% de mes situations qui avaient eu un PPE. Attention, un PPE sur 10 ans, vide. Quand je dis vide, c'était un document administratif avec quasiment pas grand-chose dedans. 3 situations, donc 60%, 6% avaient eu une révision, mais quand je dis une révision, c'est 2 ou 3 PPE sur 10 ans. Et quand je consultais les PPE, pour moi, c'était juste, j'ai coché la case d'avoir fait le PPE, mais ça n'avait pas été un vrai outil de travail collaboratif avec les parents. Est-ce que les enfants avaient vu leur situation évoluer juridiquement ? En réalité, pour moi, très peu. 86% n'avaient pas vu d'évolution de statut. On verra plus tard dans les slides d'après que moi, j'avais 24 situations sur 50 qui n'avaient plus du tout de relation avec aucun de leurs parents. Si je regarde ces 24 situations qui, au bout de 10 ans, n'ont plus du tout de relation, eh bien, est-ce qu'ils ont connu une évolution de leur statut ? À 71%, aucun n'avait connu d'évolution de statut alors qu'ils n'avaient plus de relation. Si je regarde plus en détail cette population, donc ils n'ont plus de relation, ils n'ont pas évolué de statut, depuis quand ils étaient placés ? À 74%, c'était des petits-enfants qui avaient été placés dès le début. Donc ils sont en placement long, tout petits, sans relation au bout de 10 ans avec leurs parents, sans évolution de statut. Quid des contacts ? Est-ce qu'avec notre esprit de vouloir renouveler tout le temps, de vouloir quand même prioriser ce lien familial comme étant notre leitmotiv, est-ce qu'on arrive à maintenir la relation ? On est sur une étude qui est juridique, ce n'est pas psychologique. Donc ce que j'ai pu observer, c'est juste la nature des décisions rendues. Est-ce qu'il y avait suspension ? Est-ce qu'il y avait régularité ? Là, on est sur l'étude des décisions stricto sensu. Donc avec le nombre de décisions, on s'est rendu compte que l'outil de la suspension des droits était assez faiblement utilisé en France du côté de la mère. J'avais que 17% de mes décisions qui venaient suspendre les droits, toutes décisions confondues. Donc ce n'est pas beaucoup l'outil de la suspension. Et du côté du Québec, ils l'utilisent plus souvent. Donc ils utilisent la suspension, ce qui ne veut pas dire qu'après, ils ne vont pas réouvrir des droits. Mais ils utilisent plus souvent la suspension. Du côté des pères, moi, il y a un chiffre qui est biaisé, c'est que j'avais que 17% de mes décisions qui donnaient une suspension. Je suis en retard. Mais attention, c'est juste qu'à un moment donné, le père, on l'oublie. Donc, on ne le met plus dans la décision. Et donc, je ne pouvais pas le comptabiliser comme étant suspendu, puisque ce n'était pas officiellement suspendu. Nature et fréquence des droits. Eh bien là, on regarde que majoritairement, mais ça vaut aussi pour le Québec, majoritairement, les droits qui sont accordés sont des droits qui sont supervisés. Aussi bien en France qu'au Québec, donc dans les deux cas.
ça donne quand même la tonalité de la nature des droits qui sont accordés. 64% en France et 74% chez les mères et chez les pères au Québec. Là, c'est les chiffres. Maintenant, on se situe au moment où on est à l'étude du dossier. Donc, nos dossiers, où en sont les enfants quand on les étudie. Moi, j'avais plus de 48% de mes situations qui n'avaient plus du tout de relation avec aucun de leurs parents. Là où au Québec, ça tombait à 26%. Donc, ils arrivaient à maintenir des relations mieux que nous. Et du côté de la relation paternelle, des deux côtés, on n'est pas très bon. C'est-à-dire qu'il y a significativement, la relation paternelle est plus rompue que la relation maternelle. Il y a plein de choses à dire sur la relation paternelle. Moi, quand j'ai lu les dossiers, le père, il est quand même... Enfin, on est quand même materno-centré. Le père arrive quand la mère meurt, voilà. Enfin, bon. Et du côté de la mère, quand on constate est-ce que la stabilisation des relations est plus en France ou au Québec, eh bien moi j'avais 49% des situations qui avaient conservé une relation maternelle, là où au Québec ils étaient à 66% de leur situation. Si je viens finement regarder quelles sont les situations où leur mère a gardé le lien de manière fréquente et où elle est régulière dans son lien avec l'enfant, il ne me restait que 13% de mes situations. Là où au Québec, ils étaient à 33%. Donc, le résultat, effectivement, était un peu déroutant, c'est-à-dire que notre objectif, on arrivait a priori à moins le tenir, là où on pose une hypothèse. Pour nous, le fait de ne pas nommer, à un moment donné, le non-retour de l'enfant, de ne pas dire « il ne retournera pas », de ne pas poser une sécurité juridique et temporelle, eh bien, on pense que, d'une part, le parent ne peut pas se projeter, finalement, dans cette idée de l'absence de retour, et il fixe un objectif inatteignable pour lui, quelque chose qui va être extrêmement difficile et qui n'atteindra jamais. Et donc, il va potentiellement abandonner à un moment donné l'objectif 2 et peut-être délaisser la relation. Et du côté de l'enfant, ne pouvant pas non plus s'inscrire dans quelque chose de sécure, ne sachant pas s'il va pouvoir s'inscrire dans la famille d'accueil, retourner chez lui, eh bien, il n'investit ni l'un, ni l'autre, ni la famille, ni le lieu de vie, ni la relation parentale dans les droits de visite, parce qu'à un moment donné, s'il l'investit de trop, il a pour lui un risque de retour. Donc, c'est l'hypothèse qu'on fait à la lecture de notre recherche. Voilà un schéma juste d'une situation, hein, ça vous montre le nombre de placements en violet, P1, P2, P3, P4, machin. Le nombre de lieux de vie qu'il aura connus, ça c'est un des dossiers qu'on a étudié, hein, donc il en a connu un certain nombre, pour in fine évoluer en statut de pupille, mais très tardivement. Là il y a beaucoup de choses à dire, c'est peut-être très bien, j'étais motrice pour dire qu'il faut faire évoluer sur le statut de pupille, mais attention, quand on évolue un statut de pupille sur des enfants qui sont déjà âgés de 8, 10 ou autres, eh bien en fait le risque c'est qu'il n'y ait pas de projet d'adoption derrière, et on le voit dans les chiffres des pupilles. Beaucoup de pupilles, majoritairement, ne sont pas des pupilles qui vont être adoptables. Conclusion, le choix d'un placement à majorité au Québec nous fait dire qu'a priori, il semblerait mieux sécuriser le lieu de vie. Il semblerait mieux maintenir ou moins menacer la relation parentale, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je n'ai pas parlé des droits et de tout le volet procédural, du principe du contradictoire, de l'autorité parentale, mais toute la recherche montre aussi qu'ils sont beaucoup plus protecteurs en termes de procédure, de droits et de respect de toutes ces questions autorité parentale que nous. Et donc, nous, à vouloir refuser d'envisager le non-retour de l'enfant, eh bien, je mets encore une fois des guillemets, on serait moins protecteur du lieu de vie, moins protecteur de la relation et moins respectueux des droits parentaux. Je vous renverrai, c'est accessible, la recherche est accessible, on fait plein de propositions, il y a des propositions qui nécessitent des changements de texte et il y a des propositions, me semble-t-il, qui n'ont pas besoin de changement de texte. C'est-à-dire que c'est juste des changements de paradigme, des changements de positionnement, aussi bien du prisme des magistrats que du prisme de l'ASE. Il y a vraiment tout un travail où on a des outils, la loi nous donne finalement des indicateurs et on peut les mettre en place. Donc, aller réfléchir à une évaluation très précoce, différenciée, pour projeter immédiatement les objectifs, focaliser sur, évidemment, des projets de vie alternatifs, réfléchir à un projet de vie alternatif, et le PPE, moi je suis convaincue que c'est un outil, réfléchir à la définition de l'intérêt de l'enfant à travers la notion de besoin fondamental et de stabilité du lieu, de vie et de permanence. C'est fondamental. Quand on parle de santé, attention à la santé, je vais presque aller jusque-là, la santé, ce n'est pas que le soin
de santé, c'est aller jusqu'au bien-être de l'enfant. Et le bien-être de l'enfant, ça inclut, d'après ce que nous dit aussi l'Observatoire, le Comité international des droits de l'enfant, il inclut l'épanouissement de l'enfant. Et ça inclut quoi? Le besoin de stabilité. Ça inclut de chercher un caregiver dans lequel l'enfant va pouvoir créer des attaches solides et de trouver un pourvoyeur de soins dès le plus jeune âge. C'est pas tant la question du statut, en fait, le plus important. Alors, on le fera évoluer si besoin. Et s'il y a besoin d'aller très vite sur une adoption, il faut le faire. Moi, je suis convaincue que l'adoption simple est un outil exceptionnel qu'on a en France, qu'au Québec, ils n'ont pas. Carmen veut mobiliser son institution pour déployer l'adoption simple. Ce qui est, nous, on l'a et on ne l'utilise pas assez. Donc, je vais m'arrêter pour laisser la parole. Pour moi, et c'est pour faire la transition, le PPE peut être un outil de travail. C'est un outil qui est collaboratif, où on peut remettre au cœur du travail de la définition des objectifs, de la temporalité, de la participation des parents, de l'enfant. Certes, vous n'avez pas, vous, à faire le PPE, mais vous pouvez le demander. Vous pouvez faire en sorte de le recevoir, et je l'ai vu plein de fois. Alors, plein de fois, vous le dites, vous le demandez, mais bon, il n'apparaît toujours pas, là pour le coup. Mais pour autant, c'est un outil que vous pouvez inviter à réaliser. Vous pouvez proposer des évolutions, effectivement, de situation. Vous pouvez faire en sorte de vérifier. Quand je dis proposer des évolutions de situation, c'est donner des pistes à l'ASE, mais saisir le parquet. On sait à quel point le parquet est insuffisamment présent pour donner son avis, mais le parquet, il a été vu comme une boussole à la base, en 2016, pour pouvoir faire, lui, si l'ASE ne le fait pas, toutes les actions nécessaires pour faire évoluer la situation de l'enfant. Moi, si j'avais un maître mot, c'est de, quelque part, d'aller réfléchir à court, moyen et long terme, de commencer à parler de projet de vie pour un enfant, d'aller travailler à travers cette lecture d'abord quand même de son lieu de vie. Alors vous n'êtes pas décisionnaire du lieu de vie, mais vous êtes censé être informé 1 mois avant si le lieu de vie change. Bon, ce n'est pas le cas, mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire que là aussi, la question du lieu de vie et du choix de lieu de vie, selon si l'enfant il entre et qu'il est tout petit, il faut aller prioriser des lieux de vie extrêmement stables. Donc, à minima, élargir la réflexion sur les proches. Il faut vraiment travailler cette question des proches. Et ensuite, si c'est l'institution, faire en sorte que l'indicateur soit en famille d'accueil si possible. Parce qu'on sait, dès le début, avec une évaluation précoce aussi, si on va être plutôt sur un projet de retour ou pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut questionner et nommer l'absence de retour à un moment donné. Je pense qu'il faut avoir le courage de dire il n'y aura pas de retour. C'est pas irrémédiable. Au Québec, on vous montre bien que même si on le nomme et qu'on dit là, il n'y aura pas de retour, eh bien, il peut y en avoir. Et on continue à en parler. C'est juste qu'on renverse le prisme et qu'à ce moment-là, c'est aux parents de démontrer qu'il est en état. Et même s'il venait à y arriver, il faut quand même savoir au Québec, c'est le dernier mot, même s'il venait à y arriver, l'intérêt de l'enfant pourrait être un frein. Voilà. Donc ça reste leur fil conducteur, la stabilité de l'enfant. Merci beaucoup. Je vais te le faire. Je précise que la recherche est très facile à trouver en tapant dans n'importe quel moteur de recherche sur Internet au NPE, comparaison France-Québec, protection de l'enfant. Enfin, ces mots-clés-là. Et c'est vraiment extrêmement intéressant parce que vous n'avez pas eu le temps de développer l'ensemble des éléments de la recherche, mais il y a des choses très concrètes aussi dans la prise en charge des enfants qui donnent vraiment à réfléchir à nos pratiques, à ce qui se passe dans nos cabinets de juge des enfants. Caroline Dubreuil ? Bonjour, moi je suis très heureuse aussi et puis honorée d'être invitée pour échanger avec vous. Alors moi je viens parler du coup d'un projet d'expérimentation autour du projet pour l'enfant dans lequel les conclusions et puis les intentions aussi qui sont portées par Caroline Siffrin-Blanc, on essaye d'en tenir compte avec aussi beaucoup d'autres résultats de recherche. Alors après, ma présentation, elle va être quand même humble, au sens où on s'inscrit dans un contexte où il y
a tout un changement culturel et une transformation des pratiques à mener, donc on y va vraiment dans la stratégie du petit pas. Je vais essayer de vous présenter les objectifs qu'on a, les outils qu'on mobilise, et puis vous parler de ce que ça permet parfois de faire émerger, mais on est évidemment loin d'une généralisation. Voilà, ne pensez pas que ce que je vais vous présenter, ça marche partout pour tous les enfants confiés au département du Nord, que tous les référents s'en saisissent. C'est beaucoup plus contrasté que ça, mais en tout cas, on se fait l'effort de tenir dans le temps long et puis d'imaginer des solutions institutionnelles. Et on est dans une phase d'expérimentation où les outils que vous avez devant vous ne sont pas des outils définitifs, puisqu'on n'arrête pas de les transformer en fonction des retours des enfants, des parents, des professionnels aussi, des référents et référentes, et puis j'espère bientôt aussi des magistrats et des magistrates qui commencent quand même à voir arriver des PPE formalisés dans leur cabinet, donc ça fait plaisir. On en parlait pas plus tard qu'au cocktail là, ce midi, et c'est quand même réconfortant. Alors voilà, dans ce projet autour du PPE, évidemment, il y a tous les enjeux qui sont évoqués depuis ce matin, les liens durables, la participation des enfants, la désinstitutionnalisation, comment permettre aux enfants de faire famille, peu importe les modalités du faire famille, le rétablissement des enfants, et puis une protection réelle et effective, parce que c'est pas parce qu'on est institutionnalisé qu'on est protégé du danger. Loin de là, puisqu'on l'a dit encore ce matin, on peut dans les lieux d'accueil vivre vraiment des maltraitances très graves. Alors, qu'est-ce que c'est que la formation action ? C'est un dispositif expérimental sur 4 ans avec des allers-retours permanents entre les personnes concernées, le monde de la recherche et les professionnels de terrain, dans le but de faire évoluer les choses le plus favorablement possible. Je vous passe les détails, je pense que vous aurez le diaporama. L'idée, moi aussi tout a bougé, oui. Mais l'idée c'est en tout cas de permettre que le projet pour l'enfant ce soit plus vécu comme un document administratif, mais que ce soit compris par les collègues de terrain comme plutôt un projet de résilience ou un projet de rétablissement pour les enfants. C'est quelque chose qui fonctionne bien et qui permet en tout cas d'avoir une adhésion de principe de tous les collègues. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de centrer le projet sur 4 facteurs de résilience. D'abord, la réponse aux besoins fondamentaux. Ensuite, l'extension du capital social des enfants, parce qu'on l'a vu, il y a plein de personnes dans la vie des enfants qu'on oublie, qu'on néglige, qu'on ne va plus chercher, qui peuvent être des personnes même d'avant le placement, une voisine gentille chez qui on allait se réfugier quand ça allait pas très fort à la maison, l'instit qui a fait l'information préoccupante, les parents d'une copine si on faisait du foot, ou d'une copine de l'école. Du coup, l'idée, c'est d'aller rechercher toutes ces personnes pour pouvoir les réinscrire dans la vie des enfants, même si l'enfant s'est un peu déplacé géographiquement. Le soutien au capital de mentalisation. On a des enfants qui sont objets de la décision et objets des dispositifs, et qui parfois ont un brouillard cognitif extrême sur leur propre situation. Quand on leur demande pourquoi ils sont là, pourquoi il y a eu le placement, qu'est-ce qu'ils aimeraient, ils n'arrivent plus qu'à faire... Et puis on sent que c'est très très gelé, et ça croise aussi les conséquences de l'exposition à la maltraitance et du trauma. Donc l'idée, c'est d'avoir des modalités de mise en œuvre du PPE qui viennent soutenir vraiment l'enfant dans la possibilité de participer directement et donc de mentaliser sur sa situation. Et puis une intensification du capital d'attachement, donc au plus possible renforcer, étayer tous les liens qui sont sécurisants pour l'enfant, peu importe avec qui, des professionnels, des non-professionnels, des bénévoles de la société civile, les frères et sœurs. Enfin, l'idée, c'est de dire où est-ce que tu te sens bien, avec qui tu te sens en sécurité, qui est-ce qui compte pour toi, sur qui tu peux compter, pour qui tu comptes, qui a des paillettes dans les yeux quand il te regarde, qui est fier de toi, et d'aller vraiment soutenir aussi ces liens-là au maximum dans le plan d'action du PPE. Et puis, on retrouve l'enjeu du coup de la recherche de Caroline sur la question du dynamisme dans les projets, et de se dire que vraiment, quand on travaille la phase d'analyse du PPE, on doit pouvoir évaluer les perspectives et clarifier un projet à moyen terme, soit d'élargissement des droits de visite et d'hébergement et de coéducation, jusqu'à peut-être un retour à domicile, mais en tout cas quelque chose où on se dit qu'on peut se faire suffisamment confiance pour penser ensemble la stratégie de protection de l'enfant avec ses parents, soit effectivement quelque chose plutôt du côté de la protection par le statut et la construction d'un lien stable et durable avec au moins un caregiver permanent, professionnel ou bénévole. Encore une fois, là, c'est pas forcément encore nous notre sujet, mais c'est vraiment la stabilité.
pour pouvoir co-construire ce projet dynamique, on avait besoin de soutenir la participation des uns et des autres. Donc vous avez une partie du matériel avec vous, pas tout, parce qu'il y a beaucoup d'autres livrets et que ma valise était trop petite. Mais voilà, vous avez en tout cas le livret pour les enfants de 6 à 12 ans, le livret pour les parents, donc tout a été co-construit avec des personnes concernées, livret parents comme livret enfants, notamment le livret parents avec SOS Petit Prince, qui est une association de parents d'enfants confiés dans le Nord, et puis ATD Carmonde. Et puis, on s'est rendu compte que les référentes, après 2 ans d'expérimentation, avaient besoin d'un livret. Eux aussi. Donc, ils ont aussi un livret de soutien à leur propre mentalisation, parce que la complexité de tout ce qui est exposé depuis ce matin, la complexité du cadre juridique, le stress dans lequel les organisations se trouvent, lié au manque de moyens, au sentiment de ne pas trouver de solution, crée aussi un brouillard cognitif très fort chez les professionnels. Donc, on a co-construit avec eux un livret qui leur est dédié. Et puis, il y a une trame de formalisation que vous avez aussi avec vous. Alors, on va avoir des centrations dans la phase d'analyse qui sont du coup des centrations qui nous paraissent essentielles. On a essayé vraiment de se fonder sur ce que la recherche contemporaine et internationale nous enseigne. Donc, on a une forte centration sur la question de la sensibilité parentale. Avant d'aller évaluer les compétences parentales, il y a la question de donner les meilleures conditions possibles aux parents pour réanimer leur sensibilité parentale. Pour faire ça, on mobilise dans la méthode un outil québécois qui s'appelle Moi comme parent, qu'on vient d'adapter du coup avec le soutien de notre conseil scientifique à l'ODPE du Nord et le soutien financier de la DGCS, avec du coup une version française dont vous voyez les visuels en avant-première puisqu'elle sort le mois prochain, mais où du coup on a un peu modernisé les visuels et puis permis aussi que les compétences et les termes utilisés soient moins québécois, parce qu'avant il y avait son chum, sa blonde, faire de la motoneige, et ça parlait pas complètement aux parents de chez nous. Et pour étayer la sensibilité parentale, du coup, on va s'appuyer vraiment sur du matériel visuel, des cartes, des systèmes de tri de cartes. Et la première chose qu'on fait, en fait, c'est porter l'attention sur les qualités des enfants. On est dans des dispositifs où on fixe énormément sur tout ce qui ne va pas, y compris sur les enfants. On fixe beaucoup sur leurs troubles du comportement, sur leurs séquelles développementales. On les documente énormément. C'est ce dont on parle beaucoup aussi dans les moments officiels de rencontre. Et là, en fait, on va complètement redémarrer d'un autre endroit en disant « Votre enfant est certainement super. Nous, on ne le connaît pas. Racontez-nous à quel point il est super, comment il est super. » Et du coup, il y a plein de petites cartes qui permettent aux parents de pouvoir essayer d'exprimer ce qu'ils aiment chez leurs enfants, ce qui est bon avec l'enfant, ce qui fait qu'on a du plaisir à être ensemble. On va aller documenter aussi tous les plaisirs partagés, donc toutes les choses qu'on aime faire ensemble, qu'on aimait faire ensemble avant le placement. Et on va essayer de se dire que quand on se rencontre, même si c'est du droit de visite en présence d'un tiers, si on veut que le parent soit sensible, on a tout intérêt à aller chercher dans ce que les parents nous désignent avec les cartes comme étant des bons moments. Donc on a un papa, par exemple, il a dit camper, et du coup les collègues de la circonscription se sont organisés pour qu'ils puissent emprunter une tente au centre social qui fait des colos et tout, et installer la tente lui-même pendant le droit de visite en présence d'un tiers dans le petit jardin de la circonscription et vivre la visite avec son enfant sous la tente avec des petits livres. Et on s'est rendu compte que cet homme qui était bourru et qui n'avait rien à dire aux travailleurs sociaux et qui semblait pas très disponible pour son enfant, ben là autour de la tente il était très ajusté, il régulait correctement son enfant, ce qui est quand même un élément hyper important d'évaluation. Est-ce que le parent a la capacité de réguler l'enfant dans ces moments de débordement ou de détresse? Donc voilà, on va essayer de partir vraiment de ces endroits-là. Et puis on va porter l'attention sur les forces du parent. Donc il y a un système de tri de cartes sur les compétences parentales où on va plutôt proposer aux parents de nous nommer ce qu'il sait faire. Avant que nous, on vienne lui faire la liste de tout ce qu'il ne sait pas faire et qu'il devrait faire mieux, on va plutôt lui proposer de nous nommer ce qu'il sait faire, et là aussi, d'encourager des expériences où le parent revit avec son enfant des choses qu'il sait faire. Alors bien sûr que parfois, il y a des deltas. On a une maman, elle nous a dit qu'elle avait toutes les compétences, et puis quand on lui a proposé de du coup vivre un moment autour des goûts de son enfant pour organiser un petit temps de vacances, il s'est avéré que pas du tout. Mais en tout cas, on part quand même de ce que le parent nous flèche comme étant quelque chose d'accessible pour lui. C'est la question de l'échelle, là, que le premier barreau de l'échelle soit pas trop haut. Sinon, en fait, on se décourage et ça fabrique du délaissement.
Voilà, donc les forces des parents, il y a une vingtaine de cartes dans chaque catégorie. Et une fois qu'on a mis les meilleures conditions possibles pour étayer la sensibilité parentale, on va aller la qualifier, parce que par contre, il y a quand même besoin assez rapidement de pouvoir fixer quelque chose entre les bonnes ressources et là où il y a vraiment de la difficulté. Et du coup, on a développé un référentiel autour du droit de visite en présence d'un tiers, dans lequel l'idée, c'est de se dire, allez, on se donne 3 mois pour réussir à objectiver du côté de la sensibilité parentale s'il y a une sensibilité suffisante qui ne met pas drastiquement en danger l'enfant, ou si au contraire il n'y a pas de sensibilité et des éléments de danger qui sont tangibles même à la mise en contact. Et du coup c'est ça qui va nous guider à se dire allez, on se dépêche, on sort du droit de visite en présence d'un tiers qui est très attentatoire. S'il y a une sensibilité suffisante, on n'a pas besoin de rester en DVT pendant 5 ans à faire tristement des Uno chaque semaine dans une salle moche. On peut quand même très vite s'appuyer sur les cartes pour se rencontrer dans les endroits que l'enfant aime, que le parent aime. Donc la grille, on a construit une grille pour ça qui est pas validée scientifiquement, mais qui est en appui sur les Q-SORT et sur la grille de Steinhauer, donc qui est en tout cas raisonnablement scientifique. Et l'idée, c'est de documenter dans les deux sens pour contrer les biais de négativité aussi qu'on peut avoir quand on est professionnel. Vous savez qu'une fois qu'on a vu un gros truc moche qui nous paraît effrayant, après on collecte tous les autres trucs moches qui nous semblent effrayants dans les interactions et on oublie de voir là où c'est chouette. Et on a vu vraiment plein de situations pour le coup depuis qu'on a cette grille où des professionnels qui déclaraient un peu nul et non avenu l'intérêt de la rencontre, ont découvert qu'il y avait des choses qui fonctionnaient bien. Avec les cartes Moi comme parent, ont découvert qu'il y avait des parents qui pouvaient être sensibles dans un certain périmètre, donc ce sera sans doute pas tout, ce sera sans doute pas un retour à temps plein à la maison, mais en tout cas un projet de coéducation est complètement envisageable. Et si on valorise le parent, le fait que l'enfant vive une partie de son temps ailleurs est beaucoup moins blessant aussi que si l'enfant vit ailleurs et qu'on dit sans cesse aux parents qu'il n'est pas bon. Et on voit qu'il y a des parents qui acceptent assez bien finalement l'idée que leur enfant ne va pas pouvoir effectivement grandir à la maison, mais qu'il peut tout à fait être là le week-end, des vacances, et puis on peut penser des phases dans lesquelles on s'investit dans le scolaire, on s'investit dans les loisirs. Donc il y a cette grille qui est un appui un peu plus scientifique. La deuxième centration, c'est le croisement des mondes, c'est de se dire qu'on n'a effectivement pas du tout le même monde. Quand on est travailleur social, quand on est un parent en pauvreté, quand on est un enfant de 6 ans, quand on est un bénévole de la société civile, on ne regarde pas les mêmes choses, on ne perçoit pas les mêmes choses. Donc le matériel est fait pour qu'on puisse croiser les regards, croiser les perceptions et que chacun ait le temps de se préparer à ce croisement aussi. Parce que à brûle pour point, comme ça, si on vous demande qu'est-ce qui compte pour vous, pour vos enfants, c'est difficile en fait. Même peut-être nous, on serait un petit peu en difficulté parce que en fait, nous-mêmes, on ne fait pas des projets pour l'enfant dans notre tête chaque année. On fait les choses au fil de l'eau. Donc les documents sont là pour aider chacun à se préparer. On insiste fort sur la question du réseau social de l'enfant et les personnes du monde du parent où ils pensent que les liens pourraient être favorablement maintenus, entretenus ou rétablis. Donc on retrouve là les questions liées aux conférences familiales. Il faut savoir que nous, dans nos équipes, il y a aussi des professionnels formés aux conférences familiales. Donc ça peut tout à fait, en même temps, avant ou après, s'articuler les deux démarches. Et nous, on dit bien que le PPE peut même être fait au travers d'une conférence familiale. C'est pas du tout un souci. On va écouter ce qui compte pour les parents, tous les détails où les parents nous disent que c'est insupportable, comme le fait que dans les lieux d'accueil, on ne respecte pas certains repères qu'eux ont en termes d'éducation. Il y a par exemple un sujet récurrent dans ces petits livrets, c'est les sorties dans les foyers, où dans les foyers, on laisse quand même vraiment les adolescents dès 12-13 ans se promener des quartiers libres en ville, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il y a énormément de parents pour qui c'est vraiment pas du tout OK et qui ne sont pas entendus. On leur dit c'est du contrôle coercitif. Non, en fait, quand on connaît les vulnérabilités de son enfant et qu'on sait dans quel quartier se situe le foyer, c'est pas du tout du contrôle coercitif de considérer que sa fille de 12 ans, c'est pas une bonne idée qu'elle balade toute seule pendant 2 heures le mercredi après-midi. C'est de la préoccupation parentale, donc c'est même plutôt bien. Et puis on fait un topo sur les actes usuels, parce que même si les actes usuels sont usuels et qu'on souhaite qu'ils le restent et qu'on veut que les enfants aient la vie la plus facile, la plus normale possible,
Les parents, eux, vivent quelque chose de très très difficile, donc on va parler de ça au moment du PPE en disant voilà, vous pouvez mettre en rouge les choses qui vont vous heurter si on les décide sans vous, et puis on va essayer de s'en parler, et puis peut-être on va faire appel aussi à des personnes ressources, à des tiers. Et du côté des enfants, on va aller chercher les figures d'attachement, les personnes significatives avec différents outils. Une décentration importante, c'est aussi le transfert de connaissances sur les besoins fondamentaux. On n'a pas du tout tous les mêmes repères normatifs par rapport aux besoins fondamentaux des enfants. Quand on est professionnel, qu'on a eu la chance de lire la démarche de consensus et d'être formé, ben voilà, on a un mindset très très opérationnel, et c'est vrai qu'il est formidable et qu'il est extrêmement bien conçu, mais la plupart des parents dans la société civile ignorent complètement ces repères, le méta-besoin de sécurité, enfin même chez des gens tout à fait bienveillants et en capacité de prendre soin de leurs enfants, il est parfois absolument pas du tout connu, et on peut avoir voilà, des décisions ou des manières de faire avec les enfants qui ne sont pas très favorables au méta-besoin de sécurité parce qu'on n'a pas les informations. Donc l'idée, c'est d'avoir aussi dans les livrets une pédagogie pour chacun de qu'est-ce que ça veut dire, y compris pour les référents et les référentes, qui ont souvent tendance, quand les enfants grandissent, dès qu'ils sont plus petits et très mignons, et qu'ils ont des comportements de détresse et qu'ils ont 14 ans, qui mesurent 1m80 et qui pèsent 95 kg, tout d'un coup, les comportements de détresse sont plus lus comme des comportements de détresse, on fait plus le lien avec la question du méta-besoin de sécurité, et on fixe sur cadres, règles, limites. Et on va avoir des projets qui sont hyper axés sur des cadres, des règles, des trucs, des systèmes à points. Et on oublie qu'en fait, si le méta-besoin de sécurité n'est pas couvert, ça ne va pas être possible pour ces adolescents de se réguler dans les comportements. Donc même dans le livret des référents, cette pédagogie est présente. Et puis on a développé des outils de co-qualification du danger et du risque de danger, qui sont encore à l'expérimentation, mais qui sont, en tout cas, une fois qu'on a partagé les repères sur les besoins de l'enfant, pour les parents sensibles et un peu accessibles, d'essayer de repérer ensemble où est-ce que ça coince, avec d'un côté, on va dire les facteurs de risque, c'est-à-dire ce qui fait qu'effectivement, on ne va pas pouvoir intensifier les relations, on ne va pas pouvoir développer les temps de rencontre, et à l'inverse, tous les facteurs de protection, ce qui fait que l'enfant peut être bien et s'épanouir dans la relation, et qui va nous permettre de proposer plus de temps ensemble, plus de moments partagés, plus d'autonomie aussi dans ce qu'on va faire ensemble et les moments où on se retrouve. Et puis, il y a une étape de clarification des attentes qui nous a été demandée par les parents. Ça, c'est vraiment une demande forte des groupes de parents avec lesquels j'ai travaillé, qui ont demandé qu'on crée un A4 sur lequel l'ASE, elle dit qu'est-ce qu'il faut faire pour que les enfants y rentrent, et qu'est-ce qui va empêcher que les enfants rentrent. Donc, on a créé ce A4, il existe, là c'est la version pour les parents, il y en a un dans leur livret, il existe aussi pour les référents, et on se rend compte que c'est un des trucs les plus difficiles à s'approprier pour les professionnels. On est encore vraiment en tâtonnement dans l'utilisation de ce système, et on voit qu'en fait, quand il s'agit de qualifier vraiment précisément qu'est-ce qui fait danger pour l'enfant, parfois même les professionnels n'arrivent pas très bien à décrire de manière claire. Alors si les professionnels ne peuvent pas le décrire de manière claire, c'est quand même difficile pour les familles aussi de pouvoir changer quelque chose. Et puis on va renforcer les liens sociaux d'attachement au maximum. On mobilise le sociogramme du LEPI qui a été conçu par l'équipe d'Aude Kérivel, que vous avez peut-être déjà vu. Elle travaille notamment avec le département de l'Ain, Aude Kérivel. L'idée, c'est qu'on sait que les enfants jeunes, en fait, ils ont une mémoire spatiale des interactions. Donc on va plutôt rentrer dans la question de qui est-ce que tu connais où, qui est-ce que tu connaissais et où, dans ton ancien quartier, dans ton ancien lieu de vie. Et puis toutes les personnes qui sont là, si on se sent soleil dans son cœur avec, on va essayer de les revoir, quoi. On va les rappeler, et puis on va essayer de faire qu'elles aient une place dans ta vie. On va aussi chercher sur des visuels un peu simples, les gens que tu aimes très fort, les gens que tu aimes bien, les gens qui te font peur, et c'est les enfants eux-mêmes qu'on dit faut mettre un truc pour les gens qu'on aime très fort et qui nous font peur. Donc il y a souvent des papas et des mamans qui atterrissent dans le triangle, mais du coup c'est pareil, c'est donc d'un endroit où on se dit qu'on les aime très fort aussi, et du coup c'est qu'est-ce qu'il faudrait mettre dans la rencontre pour que ça fasse pas peur. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des choses qui font que tu peux vivre cet amour que tu ressens sans avoir peur? Et il y a des enfants pour lesquels la présence, par exemple, des grands frères ou grandes sœurs majeures fait tomber la peur, et du coup c'est comme ça qu'on va envisager des modalités de rencontre.
Et puis il y a d'autres enfants qui mettent leurs parents dans les personnes qui te font peur et pas du tout dans les personnes qu'ils aiment. Et ça vient aussi éclairer quelque chose en termes de projet à moyen terme. Le cahier de suivi du référent, il est donc fait pour soutenir les professionnels. Je ne vous l'ai pas ramené parce qu'il est beaucoup plus gros, mais il y a une rubrique sur vraiment comment on peut travailler avec le parent et une rubrique sur les relations parents-enfants. On va regarder les freins, mais on va aussi regarder l'entourage des parents qui est insuffisamment mobilisé. Donc là, on est dans les mêmes intentions que pour la conférence familiale. Les parents, ils ont des gens autour d'eux. Et bien sûr qu'avec ces personnes et en les recevant aussi, c'est possible d'imaginer des stratégies de protection, des stratégies de soutien tous ensemble. On propose systématiquement aux parents de venir avec une personne de confiance. Alors ça, pareil, c'est... Comment la méthode est conçue, après dans la mise en œuvre par les collègues de terrain, ça dépend des collègues, ça dépend des équipes, c'est progressif, il y a des endroits où ça ne marche pas encore complètement, mais en tout cas la proposition de la méthode c'est ça. On va se centrer sur les forces des parents, les choses qu'on a repérées dans les visites avec moi comme parent, et puis les compétences qui restent à travailler en priorisant aussi ce que les parents autodéterminent comme étant ce qu'ils veulent travailler grâce aux petites cartes. Et puis on interroge la protection par le statut avec un cadran en 4 dimensions, filiation, autorité parentale, lien, contact, rencontre. Et pour chaque dimension, il y a une petite grille de questionnement vraiment très simple. Mais voilà, c'est dire est-ce que le maintien de l'autorité parentale est source pour l'enfant de sécurité psychique, de valorisation de soi, de protection, de bien-être. Et puis est-ce qu'il y a des actions à entreprendre par rapport à ça. Et idem pour les 4 autres dimensions. Il y a donc ce tableau-là avec le système, qu'est-ce qui va faire que l'enfant peut rentrer, qu'est-ce qui va faire qu'au contraire, on va partir sur un projet de placement à long terme qui est aussi dans le livret des référents. Et puis, je peux vous présenter une petite illustration, enfin deux. Alors, il y a d'abord le document officiel de formalisation de Mathias. Donc, Mathias, il a 10 ans. Dans les personnes importantes pour lui, il n'y a pas ses parents. Il y a Kim, Tata, Jérémy et Timéo. Kim, c'est une jeune adulte qui a grandi chez Tata, mais qui ne vit plus du tout chez Tata et qui a aujourd'hui une vie de jeune femme. Voilà, elle a son travail et son logement et elle n'est plus du tout dans le quotidien de vie de Mathias. Et puis Jérémy, c'est le grand-fils de Tata. Et Timéo, c'est un enfant qui est accueilli aussi chez Tata. Et ce qu'il aime faire et avec qui, jouer au foot avec Timéo, jouer et parler du Canada avec Jérémy. Et puis avec Kim, c'est aller au resto, aller à la piscine. Et avec Tata, il aime tout. Le point sur ses besoins, lui-même, il considère que ses besoins sont bien couverts, sauf être protégé des dangers et de la violence. Donc c'est la carto de la démarche de consensus, mais elle a été retravaillée par des parents d'enfants confiés avec des termes et des visuels qu'il trouvait plus intelligible sous cette forme. Et dans le plan d'action du PPE, la première action, c'est continuer de voir Kim. Pourquoi c'est important ? Parce que je la considère comme ma sœur. L'action numéro 2, c'est reprendre des contacts avec ma grand-mère paternelle, qui a été identifiée par Mathias dans les personnes que tu aimes très fort et les personnes que tu aimes fort. Pourquoi c'est important ? Ça me ferait du bien, mais j'ai peur du conflit par rapport à mon père. Parce qu'il y a quelque chose qui est... Mathias, c'est un enfant qui ne veut plus voir son père, mais la maman du papa, elle est source de sécurité pour lui. L'action numéro 3, respecter mon choix de ne plus voir mes parents. Pourquoi c'est important ? Parce que je les déteste et ils me font peur. Comment va-t-on vérifier que ça t'aide ? Je devrais sûrement aller mieux. Il y a quand même l'idée qu'il faut aussi aller regarder si ça a un impact. L'action numéro 4, aider et accompagner Mathias dans les devoirs. On sent que là, c'est moins le désir de Mathias quand même que le désir des grandes personnes. Mais ça fait aussi partie des choses que le PPE doit garantir. Pourquoi c'est important ? Parce que sinon, je baisse les bras, je n'aime pas. Qui va le faire ? C'est l'assistante familiale. Et comment on va vérifier que ça t'aide ? En comparant mes résultats. Et l'action numéro 5, envoyer mon livret d'expression, donc celui-là, au juge pour qu'il comprenne mieux ce que je ressens. Les livrets, ils vont pas au juge, ils vont même pas au service ASE, c'est vraiment des points d'appui pour se parler quand on se rencontre. Mais là, Mathias, lui, il a fait le choix d'envoyer son livret pour que peut-être le juge entende qu'effectivement, en ce qui le concerne, c'est vraiment plus possible, les rencontres avec papa et maman.
Action numéro 6, parler de Mathias en positif et le valoriser pour l'aider à prendre confiance en lui. Action numéro 7, un rendez-vous au centre hospitalier parce que Mathias il souffre d'encoprésie, donc il faut faire des choses. Et l'action numéro 8, solliciter la DAP concernant mon père. Alors, sans doute pas Mathias qui connaissait la DAP, mais sans doute que dans une conversation avec sa référente, elle lui a expliqué qu'il y avait des choses qu'on pouvait faire en droit pour changer quelque chose au niveau de son statut. Voilà pour Mathias. Donc là, on est plutôt dans une dynamique de protection par le statut et de projet de vie à moyen terme quand même chez son assistante familiale. Et on a un autre exemple, c'est Félix qui a 16 ans. Alors Félix, c'est un jeune homme transgenre qui a été confié suite à des violences dans sa famille, violences consécutives à la question de l'identité de genre qui est extrêmement mal vécue par la famille et particulièrement par son père. Donc Félix, il est plus grand, mais voilà, il dit aussi les personnes qui sont importantes pour lui et c'est d'abord ses chats, Siam et Tigrou. Et puis après voilà il nomme différentes personnes dont des amis, ce qu'il aime faire, chanter, faire des câlins avec beaucoup de gens et il veut devenir tatoueur ou avoir un entourage stable et chanter sur scène. C'est ses 3 rêves. Et en termes de besoins, lui, ce qu'il identifie, c'est plutôt le besoin d'être valorisé, d'avoir une bonne image de soi qui n'est pas couvert, et des besoins spécifiques qui sont liés à la fois aux violences auxquelles il a été exposé et à la transidentité. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que pour Félix, en fait, les droits ont été réservés par le juge des enfants au moment du placement. Là, la formalisation du plan d'action, elle intervient 5 mois après la date du placement. Alors, on est un peu hors délai des 3 mois, mais c'est pas encore trop mal. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que Félix, et voilà, l'action numéro 1, c'est me faire un planning avec mes rendez-vous et engagements pour ne pas me perdre et me donner du courage pour le faire. Action numéro 2, réussir à avoir une hygiène corporelle. Quand je suis pas bien mentalement, je me lave pas et ça augmente mon mal-être. Donc là, on voit le capital de mentalisation, quoi. C'est-à-dire que c'est un moment de réappropriation de ce qui se passe pour soi-même. Action numéro 3, je veux faire de la danse contemporaine. Pourquoi ? Parce que c'est une passion. Et là, c'est hyper intéressant. Qui va faire l'inscription papa ? C'est-à-dire que même si les droits sont réservés et qu'il y a eu des violences de la part de papa, on est OK, et Félix est OK pour que papa fasse l'inscription à la danse. Action numéro 4, faire une activité avec ma mère. Pourquoi c'est important ? Pour recréer du lien et parler plus. Et au niveau de comment on va faire pour vérifier que ça t'aide, il dit des choses vraiment importantes. Et action numéro 5, passer plus de temps à la maison. Et donc, on voit comment là, ça vient donner des éléments d'information pour le magistrat, pour faire évoluer aussi la décision. Et Félix, il dit quelque chose d'important. Il dit, en fait, ça me permettrait de me reconnecter à la maison. J'ai quand même besoin de me réhabituer à un lien de famille. Voilà. Et donc, c'est quand même assez chouette parce que même s'il y a eu des violences physiques et même s'il y a eu une décision de protection qui était justifiée à un moment, on ne va pas mettre 2 ans... Voilà, on ne va pas attendre que Félix ait 18 ans pour qu'il puisse revenir à la maison, alors qu'en fait, en travaillant avec la référente, il se rend compte que c'est son souhait, mais avec des choses un peu graduelles. Et il dit quand même, il dit, si ça se passe bien, j'aurais envie d'y aller et peut-être même d'y retourner. Et en temporalité, on se donne 5 mois. Donc un temps qui, pareil, est quand même pas trop long. Dans tous les plans d'action, en fait, la temporalité des actions est beaucoup plus courte qu'1 an. Alors ça nous pose d'autres problèmes autour de la révision, évidemment, du PPE. Mais voilà, pour ce que je pouvais dire autour de ce projet. Bravo, c'est trop beau. Vraiment, merci beaucoup pour ces présentations. C'était extrêmement éclairant. Et dans vos 2 interventions, ce que je retiens en premier, c'est le caractère extrêmement concret de toutes les démarches, avec des images, avec des mots simples, qui parlent aux enfants, aux parents, mais aussi aux professionnels, parce que c'est vrai qu'on est souvent, dans les écrits, on est souvent sur des choses assez générales, un peu théoriques, et qui rendent tout plus difficile, y compris le travail des professionnels. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement concret, et vraiment merci d'avoir apporté ces petits outils, parce que même si on n'arrive pas à mettre tout en place tout de suite d'un coup, c'est quand même des idées et des supports d'échange avec les parents, avec les enfants, qui sont très précieux. Alors, il y a peut-être des questions ? Alors, moi, j'en avais peut-être une, notamment au niveau du projet pour l'enfant et de la manière dont les choses peuvent se travailler avec les parents.
Alors, ça concerne aussi le projet à long terme. C'est la question du logement. Parce que souvent, on a des parents qui peuvent être dans un lien qui s'améliore avec leur enfant. Il y a des choses qui se travaillent, qui avancent. Mais la question du logement, elle continue à faire difficulté, à la fois pour envisager un retour, et même dans les conditions dans lesquelles l'accueil peut se faire, ça peut tout gâcher, en fait. Et comment vous parvenez à travailler ça et que ça reste pas de l'ordre juste du rêve, pour reprendre les items du projet pour l'enfant? Alors, dans le référentiel droit de visite en présence d'un tiers, parce que du coup, les choses, elles sont conférence familiale, référentiel droit de visite en présence d'un tiers, participation des enfants, enfin, tous les projets s'alimentent les uns les autres. Dans le référentiel droit de visite en présence d'un tiers, on a fait une fiche repère sur la question du logement, et on est toujours sur cette même logique de la conférence familiale et d'aller chercher, en fait, des écosystèmes de ressources qui peuvent être soit dans l'entourage du parent, parce qu'il y a des parents qui peuvent se faire malgré tout prêter un logement ou accueillir au moins pour voir leurs enfants en week-end, par exemple, dans de bonnes conditions. Et puis il y a l'appui institutionnel aussi. Bon, nous, on a un tissu qui est quand même très dense de partenariats, d'associations. On est dans un territoire dans lequel l'aide sociale et la dynamique autour des réponses pour les personnes les plus fragiles est quand même présente. Donc il y a l'idée de ne pas attendre et de se dire on va tout de suite, on va pas attendre qu'il y ait un projet de main levée pour que quand le frein principal, ça semble finalement être le logement, on aille chercher les partenaires et que déjà la maman, elle puisse voir son enfant dans l'appartement d'un club de Prèves, par exemple, dans lequel il y a déjà en fait des espaces qui sont prévus pour pouvoir accueillir des familles en transit. Enfin voilà, en tout cas l'idée c'est de se dire que ça peut pas être le logement le motif d'un placement judiciaire en assistance éducative, et qu'on doit inventer avec les ressources de la communauté des solutions. Ce qui fait vraiment le lien justement avec la question des conférences familiales, parce qu'on voit aussi dans la pratique qu'on ne pense pas toujours à solliciter les proches et les ressources, par exemple le prêt d'un logement, d'un appartement le week-end ou même d'une pièce, d'une salle. C'est pas des choses qui se font et les personnes n'osent pas le demander non plus à des membres de leur famille. Personne n'ose en fait, et en fait comme tout le monde se bloque, on n'avance pas. Oui. Donc est-ce que vous utilisez les outils des conférences des familles dans le cadre de suivi de placement? En tout cas, c'est vraiment l'intention et le message qui est porté vers les équipes. Après, encore une fois, avec les nuances que les niveaux d'adhésion et d'enthousiasme des collègues de terrain, ils sont variables par rapport à cette transformation. Donc c'est difficile parce que ça veut dire qu'on ne garantit pas l'égalité de traitement au point où on en est aujourd'hui. Mais on voit vraiment qu'il commence à y avoir... Là, sur la fiche, sur le logement, ça finit par... De toute façon, la réponse, c'est la conférence familiale. C'est-à-dire que dans ces configurations, on dit il faut faire une conférence familiale. Après, il y a des collègues, on a beau leur montrer la fiche, ça va pas être très dynamique à y aller, mais nous, vraiment, le repère qu'on pose, c'est celui-là. Et après, une question qu'on ouvre aussi de plus en plus dans les formations, Action PPE, c'est dire demander aussi aux parents s'ils ont des croyances et des pratiques religieuses, parce que des parents qui sont inscrits en fait dans un espace de pratique religieuse, en général, ça veut dire qu'ils sont adossés à une communauté de croyants et de croyantes, peu importe la confession. Et en fait, c'est très rare que dans les communautés de croyants et de croyantes, on ne trouve pas des solutions sur ces questions. Et en fait, c'est tellement plus simple de poser ces questions aux parents et de dire est-ce que vous seriez partant d'en parler directement, peu importe, au pasteur, au prêtre, à l'imam, pour voir si lui, il vous recommande d'autres personnes de la communauté qui pourraient vous donner de l'aide. Et ça, c'est un cap, je pense, en France qui pour nous n'est pas facile, parce qu'on a toujours l'impression que parler de la religion, c'est rompre le principe de laïcité. Donc il y a vraiment ce truc à clarifier, de dire non, c'est nous qui sommes dans la neutralité la plus absolue, mais c'est pas du tout interdit de poser courtoisement la question à des parents de savoir s'ils ont des croyances et une pratique religieuse. Et franchement, les rares fois, alors parce que ça c'est très difficile, mais les rares fois où c'est fait, ça marche. Voilà. Oui, Muriel, et ensuite là-bas. Alors c'est une réaction plutôt à la recherche que vous avez dirigée. Alors d'abord, en fait,
Peut-être une question, est-ce qu'il n'y a pas un biais dans le fait qu'il y ait 30 situations québécoises et 50 françaises ? Je n'ai pas compris ce déséquilibre. En fait, est-ce que ça peut biaiser un peu les résultats de la recherche ? La deuxième chose, peut-être un peu réactionnelle, c'est de dire la place du père. C'est pas qu'on la creuse pas quand on statue pas sur les droits de visite et d'hébergement, c'est quand en fait, on fait du droit civil, hein, quand il n'y a pas de demande, on ne statue pas. Donc l'absence dans la décision, ça n'est pas l'absence de prise en considération, c'est de dire en fait, il viendra vers nous pour nous faire une demande et on statuera à ce moment-là. Il n'y a rien qui doit s'ouvrir sur les droits si le père est absent, il me semble. Sur la durée du placement et sur le fait qu'on aille plus sur des placements de longue durée, je pense qu'on est marqué aussi par l'histoire. Et à la suite de la journée d'hier sur les rencontres nationales de la justice des mineurs, j'écoutais le podcast Mauvaise Fille et en fait il y a eu quand même toute une période en France sans échéancier, donc sans révision par le juge des enfants des situations et donc des situations de délaissement institutionnel quand même, des placements à 3 ans et puis une sortie à 18 ans sans aucun travail sur les liens avec la famille. Donc en fait moi ça m'est arrivé de faire mais très rarement des décisions de plus de 2 ans parce qu'en fait j'étais en vigilance sur l'investissement par l'institution du travail d'accompagnement et aussi du changement de statut. C'est comme si j'exerçais un peu une veille sur là on a parlé de changement de statut, donc je m'assure que l'ASE va vers ça, ou on a parlé d'un travail dynamique, parce que le mot dynamique c'est quelque chose que j'utilise beaucoup avec les parents en leur disant mais 1 an c'est moi ma date butoir pour vous voir. On se voit avant s'il y a besoin. Voilà. En fait, ça doit bouger entre aujourd'hui et dans 1 an. Mais c'est aussi pour vérifier. Et en fait, on peut être aussi confronté à l'absence de prise en charge, mais aussi des prises en charge institutionnelles sans référent ASE et donc sans travail sur la parentalité. Donc, est-ce qu'on ne perd pas aussi je pense que là, il y a quand même un point dur. Et alors, pour moi, la partie qui n'est pas très claire à comprendre aussi sur le Québec, c'est finalement ce résultat qui paraît tout à fait paradoxal, qui est que le maintien des liens avec les parents est plus fréquent finalement au Québec qu'en France, alors que le projet est pensé bien plus tôt. Donc, est-ce que ça veut dire qu'en fait, tout comme en France, on a du mal à se représenter que le délaissement puisse être prononcé alors que les enfants peuvent continuer à être en lien avec le parent, mais de manière très ponctuelle. Est-ce que ça veut dire qu'au Québec, ils pensent les choses de manière parallèle comme ça, c'est-à-dire en distinguant effectivement filiation d'un côté et puis autorité parentale et éducation de l'autre, en fait. Est-ce que... voilà, ça fait beaucoup. J'ai commencé à noter trop tardivement, donc il faut que je puisse refaire le point sur alors il y avait la question du biais d'enquête. Alors est-ce que l'enquête il n'y aurait pas un biais sur le... Alors un biais, à partir du moment où c'est de la recherche exploratoire, je ne peux pas véritablement parler de biais. On n'a de toute façon pas le même degré de le même nombre de population, donc il était aussi logique qu'en France on en ait un peu plus qu'au Québec. Au Québec on s'est focalisé sur un district et on a pris sur le district les placements à majorité. Bon, il y a plein de choses à dire sur la méthodologie de la recherche. Moi, c'est pour ça que je le mets avec toujours énormément de guillemets, pour absolument pas dire que c'est une valeur absolue. Voilà. Donc ça, il y aurait plein d'autres choses à dire, mais vous avez raison. On est allé chercher plein de réflexions aussi pour aller voir si le lieu changeait les résultats. Est-ce que le fait qu'il soit en famille de proximité ou en famille régulière, ça changeait ? On s'est rendu compte que pas tant que ça, donc ça change pas. Bon voilà, on est allé chercher, on essayait de voir, et notre seule réserve, c'est de faire attention quand on communique pour dire c'est un élément d'observation, juste de questionnement et d'ouverture d'esprit sur la manière dont on fonctionne. Premier point. La question des pères. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le débat procédural, mais sauf erreur de ma part, vous avez la possibilité de statuer un peu ultra petite taille, donc de pouvoir éventuellement statuer même si on ne vous fait pas la demande. Donc, ça c'est ma réponse très rapide. La question d'après, c'était...
Sur la durée du placement. Avant 81, c'était des placements à durée indéterminée. Clairement. Et les durées plus courtes maintenant, c'est aussi pour contrôler que le travail soit bien fait par les services en termes d'accompagnement éducatif. C'est clairement vrai, et vous avez tout à fait raison de souligner l'historicité dans laquelle on s'est inscrit, qui a amené cette idée de réviser systématiquement la mesure de placement. Attention, la révision de la mesure de placement avait pour logique normalement aussi de considérer, et ça c'est presque une lecture CEDH qu'il faut avoir, c'est que normalement elle est censée être exceptionnelle cette mesure de placement, et donc elle est censée s'arrêter à un moment donné, et non pas s'installer dans une assistance éducative, et censée être temporaire la logique. C'est pas... Donc, vous avez raison, les durées sont fondamentales. Moi, ce qu'on m'a souvent répondu aussi, c'est que parce que l'aide sociale à l'enfance ne venait pas ramener les rapports annuels qui est censé être obligatoire, indépendamment des dates d'audience, comme il n'y avait pas cette adéquation, eh bien, le juge se sentait obligé de fixer la date d'audience à 1 an pour être sûr de recevoir le rapport. Mais là, à un moment donné, on se noie. Enfin, je pense que c'est... Bon, voilà, vous m'avez compris. Je pense qu'à un moment donné, il faut plutôt aller chercher une injonction à obtenir vos rapports et à être vigilant sans forcément fixer une date d'audience. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur les durées ? Non, mais cette idée d'être le super vigilant du travail de l'aide sociale à l'enfance, c'est ce qu'on m'a souvent répondu. La difficulté, c'est qu'il va peut-être qu'on puisse retrouver une forme de confiance, qu'on puisse désinstitutionnaliser certains parcours une fois qu'on y est rentré, parce qu'il y a beaucoup de situations, moi, que je pouvais lire, où les parents adhéraient. Tout était OK, mais on était encore en judiciaire. Donc, on n'arrive déjà pas à travailler la subsidiarité à l'entrée, mais on peut peut-être aussi la travailler en cours de parcours. Ça, c'est une... Voilà, il y a plein de pistes sur la question de la subsidiarité. Les chiffres sont aberrants. On est sur un principe de judiciarisation. Je crois qu'on a 80 ou 80 quelques % de judiciarisation pour à peine 92. Enfin, je sais... Mais la judiciarisation entre la mesure judiciaire... Oui, voilà, 82. Donc, on est sur des chiffres quand même... donc tout ça, c'est ça qui n'aide pas aussi à un travail qui est engorgé. Enfin, il y a un moment donné, et on est... Bon, il y a un travail de remise en confiance aussi collective, parce que certes, il y a une vraie crise, une vraie problématique, Caroline le disait, et elle ne veut absolument pas le nier, mais l'idée, c'est peut-être d'avoir des moments de plus de rencontres, de partage, de décloisonner nos manières de nous rencontrer pour recréer du lien et de la confiance. Voilà, pour essayer d'amener de la déjudiciarisation. Et ensuite, dernier élément que vous m'aviez dit comme question, oui, est-ce que changement de statut. Alors, changement de statut, non. Et les droits de visite, les contacts et changement de statut, comment est-ce qu'on peut penser ensemble la question d'un changement de statut avec le maintien d'un lien, comme on voit au Québec, qui n'existe pas en France, où la rupture du lien est un peu une condition du changement de statut. Là, il y a un vrai travail à faire, un vrai travail d'abord, je pense... Alors, au Québec, sur les placements à majorité, une fois qu'ils ont considéré qu'il n'y avait pas de retour, leur logique est la suivante, c'est on travaille sur la durée de placement maximum, on voit si ce retour est envisageable ou pas. S'il n'est pas envisageable, il faut stabiliser l'enfant de manière permanente. Le placement à majorité a pour but de lui donner un cadre juridique, un lieu de vie, et ensuite, l'objectif du magistrat, c'est de travailler la relation parentale. Et donc, ils ont beaucoup de décisions contradictoires sur la relation parentale et ils ajustent le plus qu'ils peuvent en fonction de l'état de l'enfant et de ses besoins fondamentaux, de la fréquence, de la nature des droits, parce que c'est une question, en fait, qu'il faut travailler de manière hors frais, je ne trouve pas mes mots, mais vous m'avez compris, de manière très fine, parce que le maintien du lien, ce n'est pas une valeur absolue chez eux. Si l'enfant est en état de mal-être et que la visite va créer un mal-être, on va suspendre. On va travailler potentiellement un peu différemment, avec peut-être des visites fictives, un travail sur le lien, des communications différentes, puis on reprendra un lien quand l'enfant est prêt, mais on n'est pas du tout dans une logique de rupture de lien parce qu'on a un placement à majorité. On va travailler le lien, on va continuer à le perdurer, mais c'est juste qu'on dit à l'enfant qu'il ne rentrera pas, et on dit aux parents que pour l'instant, il ne rentrera pas. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas rentrer. Parce que s'il s'avère que, on ne sait pas, on a eu des retours. La question du statut et de décorréler toutes les questions, là, je pense que c'est en fait une question de formation. C'est-à-dire qu'il faut vraiment réfléchir à toutes les notions, filiation, autorité parentale, et dans l'autorité parentale, décorréler le titre, l'exercice. Ces notions-là doivent aussi être décorrélées de ce qu'on appelle la relation parentale, parce qu'on peut très bien ne pas avoir l'exercice, mais comme
la relation parentale est attachée au titre, eh bien, enfin, donc toutes ces notions-là, elles ne sont pas toujours maîtrisées partout. On a l'impression qu'à chaque fois qu'on va toucher à l'exercice de l'autorité parentale, on va toucher à la relation parentale, ce qui n'est pas le cas. Bon, voilà, et donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher la mesure la plus adaptée et réfléchir. C'est pour ça que je pense que le plus important, c'est de réfléchir à un objectif à atteindre. Qu'est-ce qu'on veut atteindre ? Est-ce que l'objectif, c'est l'adoption ? Est-ce que l'objectif, c'est la tutelle ? Parce que c'est quoi un statut ? Moi, j'ai mis du temps à savoir ce qu'était un statut. Il n'y a pas de définition du statut. Je ne suis même pas sûre que la manière dont moi je le définis soit correcte. Pour moi, un statut, à la différence d'une mesure, un statut, c'est un modèle substitutif à l'autorité parentale. J'en vois que 2, c'est une tutelle, et avec la pluralité des tutelles qu'il y a, familiale, départementale et des pupilles, ou l'adoption. Pour moi, il n'y a que 2 statuts. Enfin, l'adoption, c'est même plus qu'un statut, c'est carrément une modification potentielle de lien de filiation. Ça va au-delà. Oui, mais pupille, ça donne le statut de pupille avec tutelle des pupilles. Quand je dis pupille, c'est que la tutelle des pupilles fait partie du statut de pupille. Oui, mais à partir du moment où on est pupille, on a une tutelle des pupilles, c'est-à-dire un modèle substitutif à l'autorité parentale. Alors, il y avait une autre question. On pourra en parler, parce que moi, ça m'intéresse d'avoir les visions de la manière dont on envisage le statut. Mais d'un point de vue, pour moi, en tout cas, modèle à l'autorité parentale, c'était les 2 éléments que je voulais évoquer. Mais c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a évolué dans... Voilà, qu'est-ce qu'on cherche ? Est-ce que si on cherche le statut de pupille, si vous préférez que je l'utilise comme ça ne me dérange pas du tout. Qu'est-ce qu'on cherche ? Qu'est-ce qu'on cherche à établir ? Moi, j'étais pro pour développer le statut de pupille. Mais vraiment, je continue à militer pour qu'on développe le statut de pupille. Mais avec une réflexion, y compris dans les CESEC, à se poser la question de savoir pourquoi on le déclenche. C'est pas une fin en soi. Voilà. Ça n'a rien à voir. C'est pas un projet, un statut. Oui, tout à fait. Donc, sur le fond, on est parfaitement d'accord. Par contre, en fait, le fond du problème, c'est que on a parfois tendance à faire un amalgame entre la question des liens, la question de qui exerce l'autorité parentale et la question de la filiation. Et dans tout ça, il y a la question du statut. Par contre, on conviendra très bien, et c'est d'ailleurs un sujet qui bloque aujourd'hui et qui est en discussion, c'est est-ce qu'il faut forcément d'abord changer un statut pour pouvoir envisager un autre projet de vie sans forcément devoir changer la personne référente en termes de lien pour l'enfant. C'est pour ça qu'il y a tous ces mécanismes qui sont aujourd'hui testés, éprouvés, passer d'un parrainage à un tiers digne de confiance, puis devenir peut-être un accueil durable et bénévole, ce genre de choses. Mais ça nécessite une grande coopération parce que c'est des choses qui ne sont pas simples à faire en fait. On se pose ces questions en ce moment même. Les mécaniques même juridiques ne sont pas évidentes et pas pensées pour le coup en termes de continuité et peut-être parfois participer même à des séquences, des vrais séquencements dans le parcours. Mais sur le fond, vous avez raison, tous ceux qui aujourd'hui pensent le statut comme une finalité se retrouvent dans une situation impossible avec des pupilles à n'en plus savoir quoi faire et qui sont exactement dans les mêmes situations dans des institutions, etc. La question qui devait être posée là-bas ? Bonjour, je vous remercie pour vos interventions. Moi, j'avais une question par rapport aux familles d'accueil et la différence qu'on a peut-être avec le Québec, puisque ce que vous évoquez, c'est qu'il y a des placements à majorité dans lesquels on fixe vraiment dans la décision quelle famille va accueillir. C'est une obligation. Voilà. Ils n'ont pas le choix. Moi, je me questionne par rapport à ça. Et si on était amené, nous, à transposer chez nous, moi, ce que je constate, moi, je suis dans Lyon, c'est qu'on peine quand même à recruter des familles d'accueil et qu'on a quand même des positionnements de familles d'accueil qui sont de plus en plus démissionnaires et assez rapidement aussi, avec des moments où on a pu vivre des enfants qui sont ramenés au conseil départemental avec leur petite valise en disant nous, on n'en veut plus. Ce qui pose aussi toutes les questions par rapport au fait que ça reste un travail, qu'il peut y avoir des arrêts maladie, des départs en retraite, etc. Et du coup, comment ça, au Québec, s'est organisé quand on se projette par exemple sur un petit avec un placement jusqu'à majorité chez telle famille d'accueil, avec toutes ces questions-là d'arrêt maladie, de retraite, de famille un peu démissionnaire.
ce qui, je trouve, complique souvent ces projets-là, puisqu'on n'est pas sur une famille de base qui est une famille de sang, de cœur, etc., mais qui reste quand même liée à la question du travail, qui change un peu la donne par rapport à une famille un peu classique. Alors, il y a plein de choses à vous dire, et je pense que je sais leur tourner. C'est pas un modèle idéal. Ils connaissent aussi les situations complexes, ils connaissent les démissions, ils connaissent les échecs. Et Carmen vous dirait que même avec la société qui évolue, on est dans une logique plus individualiste. Le rapport à l'investissement, c'est différent. Ils connaissent la professionnalisation aussi. Et donc tout ça, on y est tous confrontés. Je pense que la grosse différence, c'est que déjà, ils ont des évaluations extrêmement différenciées qui sont faites dès le début du placement et surtout sur les tout petits. Donc les 0-2 ans, c'est quelque chose qu'ils prennent de manière, je dirais, en observation très particulière et sur lequel ils vont très vite orienter. Elle critiquerait Carmen, il y a des dérives sur ces orientations. Mais l'idée, c'est est-ce que il y a un risque derrière que cette situation n'aboutisse pas à un retour. Est-ce qu'il y a un risque de délaissement? Et à un moment donné, si c'est le cas, ils orientent en banque mixte. Ils laissent à nouveau quand même un temps aux parents pour se réinvestir. Et c'est là que c'est critiquable, parce que comment le travail se fait ou pas. Mais pour autant, les tout petits, leur projet de vie, selon l'évaluation qu'il y a eu au début, c'est l'adoption, avec un seul lieu de vie placé directement dans les familles de banque mixte. Ensuite, la question de toute cette recherche très tôt, dès le début, si l'évaluation c'est pas ça et que ça va être tenter le retour et le projet alternatif, ils vont faire en sorte de placer les enfants dans l'environnement. Leur recherche principale, c'est le lieu de vie et la permanence de ce lieu de vie. C'est ça leur objectif. Et donc, c'est d'aller chercher les forces familiales élargies, mais même aller parfois, c'est le coach sportif, c'était l'ancienne maîtresse, c'était la voisine. Donc, ils vont chercher très loin. Et si ce n'est pas le cas, ils vont prendre après le volet institutionnel. Mais c'est leur objectif. Et après, ils réfléchissent aux mesures, à la stabilité juridique de la situation. Mais d'abord, avant tout, c'est inscrire l'enfant dans un lieu de vie dont on sait qu'il ne va pas bouger. Moi, dans les dossiers, ce que j'ai pu voir, c'est que finalement, mais c'est facile de le constater a posteriori, mais on a placé un enfant dans une famille d'accueil qui allait partir à la retraite. Sauf que cet enfant, il s'est avéré qu'il s'est inscrit dans son temps long. Donc forcément, mais sauf qu'il y avait des indicateurs dans le dossier qui laissaient penser qu'il y avait des risques, qu'il allait s'inscrire potentiellement dans un temps long. La fratrie, les éléments d'identification, tout le monde était placé, et ce depuis longtemps. Donc le lieu qui avait été choisi semblait pas d'ores et déjà, dès le début, alors il y a des problèmes de place, il y a tout ce que... Voilà, mais la réflexion au démarrage du lieu de vie, elle est essentielle par rapport à ces évaluations potentielles. Il y a des risques, il y a des erreurs, mais de savoir si oui ou non, on part sur un temps plus ou moins long. Merci. Je crois que on va passer à la dernière table ronde. Merci beaucoup, mesdames. Et je pense qu'elles ont droit à une petite salve d'applaudissements encore.